Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Par Marie-Christine Stekel-Aswer, maître de conférence HDR à l'Université de Limoges, responsable de la commission aménagement du territoire et mobilité du Graal. Avec la pandémie de Covid-19, il devient encore plus urgent de saisir les opportunités offertes par la revitalisation urbaine pour garantir la résurrection de nos villes. Les deux confinements, les couvre-feux et les mesures de distanciation sociale aboutissent en effet dans tous les pays dont la France, à placer les cœurs des villes en sédation profonde. Afin de leur impulser un souffle nouveau et une nouvelle vitalité, le gouvernement a lancé dans un premier temps un plan de soutien évalué à 470 milliards d'euros, fin juillet 2020. En effet, pour régler immédiatement les répercussions économiques et sociales de la pandémie de la Covid-19, l'État a déployé le chômage partiel des salariés, œuvré pour reporter le paiement des loyers et des factures des dirigeants d'entreprises ou de commerce et accorder des aides aux très petites entreprises et aux indépendants. Dans un deuxième temps, le gouvernement a lancé le plan France Relance d'un montant de 100 milliards d'euros dont 40% financés par l'Union européenne. Pour un ordre de grandeur, cela représente un tiers du budget annuel de la France. Ce chiffre impressionnant s'explique par l'ambition de refonder le pays en matière économique, sociale et écologique à l'horizon 2030. Les collectivités territoriales se mobilisent aussi. Le rôle du maire est alors bien évidemment primordial. Force est de remarquer d'ailleurs le retour des maires, figure centrale du pouvoir local récemment placé au cœur du débat public, manifestation des Gilets jaunes, élections municipales de 2020, crise sanitaire liée à la Covid-19, etc. C'est la raison pour laquelle Nathalie Devez, docteure en droit public et conseillère municipale d'Amiens, et François Rangeon, professeur émérite de sciences politiques, s'intéressent dans cet ouvrage aux maires et à la revitalisation urbaine. Il démontre comment, acteur et médiateur de la revitalisation urbaine, le maire, malgré les limites de ses moyens d'action, reste un acteur central du dynamisme de la vie locale. Il lui appartient de traiter simultanément sur un territoire en difficulté les dimensions économiques, sociales et culturelles du développement. Dans ce dessin, de nombreuses communes s'appuient sur le plan Action Cœur de Ville pour concrétiser le concept de la ville du quart d'heure. Théorisé par Carlos Moreno, ce concept implique que les habitants puissent réaliser à 15 minutes de leur domicile tous les actes du quotidien, que cela soit à pied, à vélo ou encore en utilisant leur voiture ou les transports en commun. Par conséquent, Denis Cramp, directeur général adjoint des services de la ville de Tarbes et chargé de mission auprès de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, s'attache à l'opposition proximité contre distanciation, pour mettre en exergue les atouts des centres-villes des villes moyennes. Il souligne à juste titre que, dans une société animée par la frénésie d'occuper le temps, cette denrée s'est raréfiée et demande désormais un règlement d'usage. Les villes moyennes ont désormais des atouts indéniables au regard de cette donnée. C'est la règle des 15 minutes qui consiste à organiser sa vie professionnelle et sociale dans un espace où le temps de trajet n'excède pas ce délai. Domicile, travail, espace de loisirs, école, zone de service public, commerce, lieu de pratique sportive, plus ces espaces sont proches les uns des autres, plus le pouvoir d'attraction est grand. Les courants porteurs sont aussi déterminants dans cette stratégie, moyens de transport collectif, partagés ou individuels. Les aménageurs urbains et interurbains se mobilisent pour imaginer les outils multimodaux les plus propres et les plus appropriés. Pistes cyclables, parkings, bornes électriques, etc. En outre, les transports collectifs plus fréquents et à bas coût, voire gratuits en hypercentre, créent des effets attractifs sur les villes moyennes. Ces solutions pertinentes pour ranimer et ou dynamiser les centres-villes correspondent d'ailleurs aux préconisations de l'association Centre-Ville en Mouvement, qui œuvre avec perspicacité et efficacité pour le renouveau du centre-ville grâce, d'un côté, à la concertation avec tous les socioprofessionnels concernés et d'un autre côté, à la mobilisation d'élus et de parlementaires déterminés. Fort de l'analyse de 40 auditions de maires, fédérations et confédérations nationales des commerces et divers acteurs du centre-ville, cette association a publié le 11 mai 2020 un rapport final intitulé « Solutions et idées pour la relance de l'attractivité de nos centres-villes », qui tient compte des premières répercussions de la Covid-19.
Je tiens à remercier Pierre Creuset, directeur et fondateur de l'association Centre-Ville en Mouvement, et Constant Papillon-Amblard, chargé de mission de l'association Centre-Ville en Mouvement, d'avoir accepté d'insérer le fruit de cette pertinente enquête dans cette publication. À la question « Comment compenser le manque à gagner et s'adapter aux mutations de vente ?» provoquées par la Covid-19 et les confinements consécutifs, le rapport final formule les 13 propositions et interrogations suivantes. Un respect strict des normes sanitaires, se sentir apaisé, la priorité dans la relance, la livraison, la gestion des marchés idéale, sommes-nous enfin prêts pour la digitalisation des commerces ? L'obligation d'une campagne de communication nationale et locale, mobilité au sein de l'espace public, politique d'embellissement du centre-ville, animation et culture à l'épreuve, les plans de relance du ministère de la Cohésion du territoire, un renforcement net de la consommation locale, le rôle crucial de la profession de manager de centre-ville, redonner le pouvoir d'agir aux maires, des grandes sociétés présentes dans nos villes et centres-bourgs se mobilisent. Par ces recommandations pragmatiques et opérationnelles, le rapport final de cette enquête enrichit de manière incontestable les réflexions théoriques, juridiques et politiques des experts et des universitaires. De plus, je tiens à leur témoigner toute ma reconnaissance pour l'intéressante recherche complémentaire qu'ils ont accepté de rédiger pour évaluer sur une durée plus longue les implications de la Covid-19 en matière de revitalisation urbaine. Cette seconde contribution s'attache en effet à la question suivante. 10 mois après le début des mesures de confinement, où en sommes-nous ? Nonobstant, selon leurs mots, un recul limité mais suffisant, ils ont pu tirer des conclusions et établir de nouvelles préconisations pour anticiper la survenue de la deuxième vague de l'épidémie. Ces pertinentes mesures seront en outre très utiles en cas de troisième vague. S'agissant des 6e et 7e recommandations relatives à la mobilité dans l'espace public et aux politiques d'embellissement du centre-ville, elles s'avèrent depuis longtemps fondamentales et représentent encore 2 enjeux capitaux. Précisément, les communes doivent lutter contre les nuisances urbaines de manière générale et contre les friches commerciales de manière particulière. Carole Chevillet-Hiver, maître de conférences de droit public à l'Université de Franche-Comté, démontre, jusque dans les moindres détails, dans son article consacré à la lutte contre les nuisances urbaines, comment les communes, d'un côté, réorganisent la mobilité en développant la mobilité douce et en limitant la circulation automobile et d'un autre côté, améliorent le cadre de vie en repensant l'aménagement urbain et en encadrant les usages de la ville. Selon son constat, la ville n'a pas vocation à être un havre de paix. De ce magma d'activités économiques et humaines émanent inévitablement bruit, odeur et agitation. Si le problème n'est pas nouveau, la crise sanitaire l'a révélé dans toute son acuité. Pollution de l'air, bruit, embouteillage, pollution lumineuse et visuelle, sont apparus plus insupportables encore lorsque le premier confinement a pris fin. Aussi étrange et irréel avait été le calme des rues, l'air purifié, la nature retrouvée, aussi brutal fut le retour au tumulte de la ville ordinaire. Ce malaise conjugué à l'expérience du télétravail a conduit de nombreux citadins à envisager le départ. Mais ce n'est pas tant la ville elle-même qui est en cause, c'est sa taille. Alors que près d'un quart des habitants actifs des grandes villes souhaitaient déménager après le confinement, les villes moyennes sont au contraire plébiscitées. Souffrant jusque-là d'une faible attractivité, elles sont aujourd'hui perçues comme étant les plus aptes à s'adapter aux défis environnementaux. Les grandes villes sont donc sommées de réagir afin de renforcer leur attractivité. La crise sanitaire n'épargne toutefois aucun territoire. La ville doit évoluer comme elle a su évoluer au fil des siècles, pour faire face aux épidémies. En plus des références au droit de l'environnement très opportunes pour ces problématiques, l'auteur livre un éclairage instructif et didactique fondé sur l'exégèse des jurisprudences et la comparaison des situations à l'étranger. Plusieurs solutions sont en outre examinées pour l'amélioration du cadre de vie des citadins, qui passe ainsi par le retour de la nature en ville. Sur la lutte contre les friches commerciales à l'épreuve des libertés économiques et de la Covid-19, Hugo de Villers, maître de conférences en droit public à l'Université Sorbonne Paris-Nord, souligne que, après une longue période d'indifférence, la lutte contre les friches commerciales fait aujourd'hui l'objet d'une attention soutenue. À la faveur de l'actuelle crise sanitaire et économique,
cette politique publique passée jusqu'à présent presque inaperçue s'est muée en une urgence impérieuse, comme en témoigne le lancement médiatique du plan gouvernemental en faveur du commerce de proximité, de l'artisanat et des indépendants le 29 juin 2020, réactivé par le plan de relance du 3 septembre dernier. Nécessaire à la lutte contre les friches, la mise en œuvre de procédés attentatoires aux libertés économiques est principalement justifiée par des raisons non économiques, qui tiennent principalement à l'aménagement et à l'urbanisme. À juste titre, il rappelle que le Conseil constitutionnel a consacré, dans sa décision No 2019 à 830 QPC du 12 mars 2020, Conseil national des centres commerciaux, l'objectif d'intérêt général de lutte contre le déclin des centres-villes, sur le fondement duquel il est possible de limiter la liberté d'entreprendre si c'est de manière proportionnée. À la lecture de la fin de sa démonstration. Si le Conseil constitutionnel et la Cour de justice répugnent à limiter ostensiblement les libertés économiques pour des motifs économiques, ces derniers demeurent sous-jacents. Les notions d'ordre public économique et d'égale concurrence génèrent l'opportunité de dépasser un jour ce débat, afin de promouvoir un développement commercial intrinsèquement équilibré. Saisir les opportunités de la revitalisation urbaine pour assurer la résurrection des villes face à la Covid-19 implique aussi pour les communes transfrontalières de réguler les flux de circulation des personnes et des travailleurs entre la France et les pays étrangers pour des raisons sanitaires, mais aussi économiques et sociales. Dès lors, Damien Augias, administrateur civil et chargé d'enseignement à Sciences Po Strasbourg, et Philippe Amann, professeur de sociologie à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional à l'Université de Strasbourg, s'attachent à la gouvernance urbaine transfrontalière face à la Covid-19. Ils examinent la pandémie comme résurgence des frontières au sein des agglomérations transfrontalières, s'interrogent sur la coopération sanitaire comme enjeu sous-investi des espaces urbains transfrontaliers et décortiquent les interdépendances socio-économiques dans les agglomérations transfrontalières. À la croisée de la sociologie, du droit et de la science politique, sans négliger les connaissances urbanistiques, cette contribution analyse les difficultés et les initiatives liées à la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 à l'exemple de la région Grand Est. Elle se fonde sur une étude de la presse et de sites d'information nationaux et régionaux depuis mars 2020, ainsi que sur des premières études sur le sujet. Réussir la revitalisation urbaine implique enfin pour les communes de coopérer avec les chambres de métiers et de l'artisanat, CMA, à l'instar des chambres de commerce et d'industrie, CCI, mais aussi des chambres d'agriculture. Elles contribuent en effet à la revitalisation économique des villes. Interlocutrices privilégiées des collectivités territoriales et des socioprofessionnels, les CMA, par exemple, participent à la mise en œuvre des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Dans mon article intitulé La revitalisation urbaine face à la Covid-19, reflet de l'organisation territoriale de la France, mon propos se centre sur le bon échelon d'intervention. Espace intermédiaire entre le local et le national, la région représente le territoire où vient s'enchasser une grande variété de politiques publiques, ce qui en fait un espace de gouvernance indispensable. Pour autant, et particulièrement depuis l'épidémie de Covid-19, le département réaffirme sa légitimité en tant qu'échelon de proximité incontournable. Le maire et la revitalisation urbaine face à la Covid-19. Par Nathalie Devez, docteur en droit public et conseillère municipale d'Amiens, François Rangeon, professeur émérite sciences politiques, Curap ESS. La crise sanitaire de la Covid-19 a constitué l'imprévu qui est venu bousculer les élections municipales de 2020. Ces élections ont eu lieu dans un contexte inédit de crise sanitaire mondiale. Si le premier tour s'est déroulé le 15 mars 2020, le confinement de la population française du 17 mars au 11 mai a contraint le gouvernement à reporter le second tour des élections municipales au 28 juin 2020. Lors du confinement et depuis juillet 2020, les maires français, mais également leurs homologues étrangers, sont confrontés à une situation inédite de pandémie mondiale qui les contraint à repenser leur projet municipal et leur façon de faire afin de répondre aux nouvelles exigences de leurs concitoyens, notamment en termes de relance de l'économie locale, de protection de l'environnement et de revitalisation urbaine.
La revitalisation urbaine, qui signifie redonner de la vitalité, un nouveau souffle à un territoire, est un concept relativement ancien que le droit n'ignore pas. Il s'apparente à la résilience territoriale, c'est-à-dire la capacité d'un système à absorber les changements et les perturbations, à la redynamisation, qui consiste à impulser une nouvelle dynamique à un territoire ainsi qu'à la régénération territoriale. Il englobe des mesures économiques, créer des emplois dans les banlieues, animer les centres-villes urbaines, requalification et réhabilitation du parc de logement et du tissu urbain, social et culturel. À l'image du développement local, la revitalisation urbaine consiste à traiter simultanément sur un territoire en difficulté les dimensions économiques, sociales et culturelles du développement. Si la crise sanitaire a bouleversé la vie nationale et locale, les maires sont apparus comme des acteurs de premier plan dans la mise en œuvre de mesures d'urgence, achat puis distribution gratuite de masques auprès de leurs concitoyens et du personnel hospitalier des grandes villes, relations quotidiennes de certains maires avec le préfet dans la gestion de cette crise. Le maire apparaît désormais non seulement comme un acteur de la revitalisation urbaine, mais également comme un médiateur de celle-ci. 1. Le maire, acteur de la revitalisation urbaine. Les impacts de cette pandémie se manifestent d'ores et déjà dans la façon d'appréhender la ville, en termes de revitalisation urbaine. Les Français ont vécu le confinement de façon différente selon qu'ils vivaient à la campagne, en ville, en appartement, avec ou sans balcon, ou en maison avec jardin. Certains d'entre eux ont décidé de quitter les métropoles, les grandes villes, pour s'installer en zone rurale ou en bord de mer à la faveur du télétravail et bénéficier ainsi d'une meilleure qualité de vie. Partout nous avons vu surgir le besoin impérieux d'espace, de végétalisation et de se déplacer autrement à travers le développement du vélo. À Amiens, lors du déconfinement, Bus-Cyclette s'est trouvé débordé par la location de vélos électriques ou classiques, il a fallu en recommander en urgence. La crise économique liée à la baisse d'activité nationale et à la fermeture de nombreux commerces et entreprises pendant le confinement n'a pas épargné les grandes villes comme les plus petites communes. De nombreux élus se mobilisent pour redynamiser les centres-villes et relancer l'activité économique et touristique. Les maires urbains semblent désormais confrontés à ces nouvelles attentes de leurs administrés auxquelles ils doivent répondre tant en termes de réaménagement urbanistique, piétonisation, pistes cyclables par exemple, que de soutien au commerce et à l'économie locale. À les aides municipales en faveur de la relance de l'économie locale. Du 17 mars au 11 mai 2020, l'économie française a connu un net ralentissement. Fermeture des cafés et restaurants, des salles de spectacle, arrêt du tourisme. En septembre, le président de la République annonce un plan de relance de 100 milliards d'euros notamment en faveur de l'emploi et de la transition écologique. En complément de l'État, les régions, chefs de file des collectivités territoriales en matière économique, s'engagent également. Ainsi, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, présente le 2 septembre 2020 un plan de relance économique de 1,3 milliard d'euros à destination des très grands groupes jusqu'aux indépendants et des habitants pour soutenir le pouvoir d'achat. À l'échelon municipal, bien que l'économie ne soit pas une compétence dévolue aux communes, plusieurs d'entre elles se mobilisent pour contribuer à la relance de l'économie locale. Ainsi Amiens ou Paris exonèrent les cafés et les restaurants du droit de terrasse et les autorisent à l'étendre sur le domaine public. Les terrasses changent la physionomie de la rue et les retours sont excellents, tant de la part des restaurateurs que des habitants. Pourtant à Amiens, cette exonération du droit de terrasse, du 1er mars au 31 décembre 2020, représente une perte de recettes de 310 000 € pour la ville. Les 300 exposants des marchés amiénois de plein vent ont également bénéficié d'un tarif minoré de 60% du droit de place jusqu'à fin août 2020. En Italie, le gouvernement s'est engagé à hauteur de 7 milliards d'euros et la ville de Florence a également supprimé pour l'année 2020 la taxe d'occupation de l'espace public. Nous n'encaissons plus la taxe de séjour, 48 millions d'euros, précise Dario Nardella, maire de Florence. C'est ce que nous avons fait savoir en tant que maire de Milan, Rome, Venise, Florence et Naples. Si les villes s'effondrent, c'est l'image du pays tout entier qui s'effondrera. Brigitte Fourré, maire d'Amiens,
nous indique que son domaine d'action est assez limité au niveau économique. La ville est toutefois intervenue aux côtés de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, dans le plan de soutien économique aux entreprises d'Amiens Métropole, d'un montant de 20 millions d'euros. Ainsi, la création du fonds passerelle au profit des petites entreprises et des restaurateurs vise à soutenir les petites entreprises de moins de 10 salariés. Il s'agit des plus nombreuses sur ce territoire. D'autres petites communes s'engagent également, telle Argueuf dont la nouvelle équipe municipale a voté l'attribution de 40 € par foyer en bon d'achat à utiliser en totalité chez les 3 commerçants du village. En septembre 2020, la recrudescence de l'épidémie de la Covid-19 et la fermeture totale des bars et restaurants à Marseille, placés en zone d'alerte maximale pour 15 jours, ou comme à Grenoble, Lyon, Rouen ou Paris, la fermeture partielle de ceux-ci risque de créer de nouvelles difficultés financières, voire la fermeture définitive des 10 établissements. Dans le contexte inédit de cette pandémie, les maires se sont mobilisés rapidement et de façon très concrète pour soutenir l'économie de leur territoire. B. Les actions municipales de revitalisation des centres-villes. Dès ma prise de fonction, j'ai mis les berruyers devant leurs responsabilités en leur rappelant que consommer dans les commerces de proximité était un acte citoyen et qu'ils devaient oublier Amazon. C'est en ces termes que le nouveau maire de Bourges, Yann Gallu, défend le commerce en centre-ville et précise qu'il s'opposera politiquement et juridiquement à la création ou l'extension des zones commerciales en périphérie de Bourges. Avec le confinement et les sorties limitées à 1 heure, de nombreux citadins français ont découvert ou redécouvert la vie de leur quartier et les commerces de proximité. Le retour à une vie plus normale entre les 2 confinements s'est manifesté, pour bon nombre d'entre eux, par le maintien de ces récentes habitudes. D'ailleurs, de nombreux urbains des centres-villes y sont désormais très attachés. Les maires des villes, moyennes ou grandes, tirent ce constat et tentent de répondre à ce nouveau besoin de proximité mis en lumière à l'occasion de la campagne des élections municipales de 2020. Afin de mieux relier les habitants au centre-ville, ils s'inspirent de la ville du quart d'heure, imaginée par Carlos Moreno. La ville du quart d'heure doit permettre à tous les habitants de trouver tout ce dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne, à moins de 15 minutes de chez eux à pied, à vélo ou en transport en commun. Bordeaux, Metz, Mulhouse, Paris, Rennes et Toulouse l'ont déjà adopté. Ainsi Karine Roland, adjointe au maire de Paris dans la nouvelle équipe municipale, est chargée de la ville du quart d'heure. Les quartiers doivent redevenir des villages dans la ville. Cette ambition s'avère également partagée à l'étranger. Par exemple, selon Valérie Plante, maire depuis 2017 de Montréal, au Canada, Montréal est une ville à taille humaine, faite de quartiers avec des artères commerciales locales, des écoles, des services publics délocalisés dans chaque quartier. Le concept de ville du quart d'heure prend ainsi en compte le besoin de proximité exprimé par les habitants. Ils désirent de grandes villes plus humaines, grâce à l'implantation de nouveaux services publics de proximité, mairies de quartier, crèches, etc., et l'installation ou la pérennisation de différents services, postes, commerces, etc. Par ailleurs, le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a lancé en décembre 2017 le programme Action Cœur de Ville, pour améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter leur rôle moteur dans le développement du territoire. En outre, l'objectif de ville de la demi-heure est poursuivi par les communes plus petites. Parmi les autres mesures initiées par les maires dans le but de redynamiser le commerce, quelle que soit la taille de la ville, il est possible de recenser la gratuité des transports en commun ou du stationnement en centre-ville le samedi ou en fin de journée. Nous constatons également, depuis la fin du premier confinement en mai 2020, l'augmentation des cyclistes en centre-ville. Ils utilisent ce mode de transport afin d'éviter les risques de transmission de la Covid-19. Aussi, Grégory Doucet, maire de Lyon, souhaite une ville 100% marchable et cyclable. Développer la pratique du vélo est l'une des priorités de ce mandat, affirme pour une autre illustration, Benoît Bien-Aimé, adjoint au maire en charge de la promotion du vélo à Amiens. Concernant les exemples étrangers, Valérie Plante, maire de Montréal, constate qu'il y a encore quelques semaines, mon plan de piétonisation et de pistes cyclables, en l'occurrence 100 km de pistes cyclables ajoutées aux 1200 déjà existants, qui équivaut à supprimer des centaines de places de stationnement, aurait provoqué un tollé.
Or pour l'instant je n'ai reçu aucune plainte. La pratique du vélo en contribuant à des déplacements relativement limités pourrait contribuer ainsi à la revitalisation des quartiers et des centres-villes par des achats de proximité. La crise sanitaire, économique et sociale de la Covid-19 et l'augmentation brutale du réchauffement climatique ont impacté les premières mesures des nouvelles équipes municipales. Force est de constater une écologisation des politiques urbaines. Le verdissement des villes est devenu un enjeu local, et la gestion des places de voitures est discutée. Ainsi, Brigitte Fourré, maire d'Amiens, considère que la qualité environnementale est essentielle à la vie quotidienne, encore plus prégnante depuis mars 2020. La nature en ville se concrétisera par la plantation d'arbres pour créer des espaces de fraîcheur à Amiens comme à Bordeaux. Elle suppose également de s'interroger de façon plus globale sur la place du piéton, du cycliste et de l'automobiliste dans la ville. D'ores et déjà, Barcelone en Espagne, mais aussi Grenoble, Lille, Lyon et Paris notamment en France consacrent davantage d'espace aux piétons. Les exemples sont nombreux. Terrasses de cafés et de restaurants installées sur des places de stationnement, rues piétonnisées, etc. Le recours à un urbanisme tactique permet d'expérimenter in situ les couloirs réservés aux vélos. Ada Colau, maire de Barcelone, témoigne qu'avec de la peinture et des éléments urbains nous avons pris des kilomètres aux voitures et ouvert des couloirs pour les vélos qui sont un des moyens les plus sûrs dans le contexte de cette pandémie. Il s'agit ainsi de repenser l'espace public et de s'engager dans des réaménagements urbanistiques, afin de rendre les centres-villes plus attractifs. À travers les aides à la relance de l'économie locale et les actions menées pour revitaliser les centres-villes, les maires, plus que jamais dans le contexte inédit de cette pandémie, sont au front, en permanence et à l'écoute des besoins de leurs concitoyens. Si le maire s'affirme en 2020 comme un acteur de la revitalisation urbaine, il convient de s'interroger à présent sur son rôle de médiateur dans le cadre de cette revitalisation urbaine. 2. Le maire, médiateur de la revitalisation urbaine. Le maire est non seulement un acteur de la revitalisation urbaine, mais aussi un médiateur. Il réunit autour de lui les acteurs économiques, les socio-professionnels et les associations en vue de fédérer ses forces au sein d'un projet de développement local. Même si le maire a perdu une bonne partie de ses pouvoirs de décision au profit des intercommunalités, et que la crise financière des communes a réduit ses marges de manœuvre, il conserve un rôle essentiel de mise en relation des acteurs publics et privés du développement local. Au modèle du maire entrepreneur, dominant au cours des années 1990 a succédé aujourd'hui le modèle du maire médiateur. Animateur des projets de développement local, il est dorénavant chargé d'impulser, de coordonner et d'harmoniser les différents intérêts locaux. Cette action de médiation suppose de la part du maire une démarche partenariale basée sur une dynamique de concertation et de démocratie locale. L'action du maire médiateur s'inscrit dans un projet commun partagé, qui repose sur l'intensification, favorisée par la crise sanitaire, des relations avec les socio-professionnels et sur la modernisation des outils de démocratie locale. À l'intensification des relations avec les socio-professionnels. La crise sanitaire de la Covid-19 a conduit les maires à resserrer leurs liens avec les acteurs du développement local. Chambres consulaires, groupements de commerçants, associations, syndicats, etc. C'est ainsi que la maire d'Amiens a multiplié les rencontres avec les socio-professionnels et les représentants de l'État, et qu'elle les a associés à l'élaboration du plan de soutien économique aux entreprises d'Amiens. Il en va de même à Bordeaux où le nouveau maire, Pierre Urmic, a mis en place une cellule d'aide aux entreprises de moins de 10 salariés, qui regroupe la Chambre de commerce, le MEDEF et Pôle emploi. Le confinement a créé des liens nouveaux entre les élus et les acteurs socio-économiques de la ville, car le maire et ses adjoints devaient se tenir proches des habitants touchés par les effets de la crise sanitaire. Comme le soulignait déjà Pierre Grémion en 1976, l'autorité du maire sur le conseil municipal tient aux relations privilégiées qu'il entretient avec les représentants de l'État et avec les principaux acteurs économiques et sociaux de sa ville. Certes, l'époque du présidentialisme municipal est révolue, mais le président d'une intercommunalité ne bénéficie pas de la même proximité que le maire avec le milieu local. Grâce à sa position de médiateur,
le maire choisit ses partenaires publics et privés. Il les associe à son action et valorise par la communication ses démarches partenariales. Dans l'entourage du maire, notamment au sein du bureau municipal, maire, adjoint, cabinet, directeur général des services, figurent des personnes chargées d'identifier les interlocuteurs pertinents, responsables patronaux, syndicaux, associatifs, cadres administratifs, etc., susceptibles de soutenir les projets de développement portés par le maire. L'analyse des réseaux de politique publique permet de comprendre les liens, souvent informels, qui se nouent, sous l'égide du maire, entre des acteurs publics et privés en vue d'articuler les intérêts des uns et des autres. Le leadership urbain devient multipolaire, et ne se résume pas au pouvoir du maire et de ses adjoints. Les maires sont des médiateurs en mesure de donner du sens aux enjeux en présence. La maire d'Amiens résume ainsi la conception qu'elle a de son propre rôle. Le pouvoir au XXIe siècle ne peut plus être entre les mains d'une seule personne ou d'une seule assemblée territoriale. Sans concertation, nous n'avançons pas. En 1961, Robert Alan Dahl soulignait déjà que le maire, malgré la personnalisation du pouvoir, ne gouverne pas seul, mais avec l'aide des leaders spécialisés et avec le soutien actif d'une partie de la population. Pour activer ces soutiens, le maire doit se mettre à l'écoute de la population, rencontrer les responsables associatifs et valoriser l'action des conseils d'habitants. La démocratie locale est une démocratie procédurale qui repose sur des dispositifs et des procédures, plus ou moins institutionnalisés, qui doivent sans cesse être réactivés et modernisés. La crise sanitaire de la Covid-19 a, d'ailleurs, conduit les maires à moderniser les outils de démocratie locale. B. La modernisation des outils de démocratie locale. La démocratie locale suscite un débat récurrent et stimule l'imagination des concepteurs de procédures nouvelles. Dans les années 1970, le thème de la participation des habitants était présenté comme un remède à la crise de la démocratie représentative. Les années 1990 ont vu le développement des conseils de quartier dans de nombreuses villes françaises. Au cours des années 2000, l'essor de la communication locale, des technologies électroniques et des politiques de proximité a conduit à une nouvelle étape de la démocratie locale. Au-delà de quelques expériences isolées, le référendum local n'est toujours pas parvenu à s'imposer dans le paysage local malgré les revendications des Gilets jaunes en 2019. Par contre, des expériences de conseils d'habitants tirés au sort ont été menées dans plusieurs villes. Après la consultation et la concertation, c'est aujourd'hui la procédure du budget participatif, inspirée de l'expérience de Porto Alegre, qui retient l'attention de nombreux élus tout particulièrement à Paris, mais aussi à Arras, Besançon, Grenoble, Grigny, Issy-les-Moulineaux et Valenciennes. Objet de nombreuses variantes, le budget participatif consiste pour les élus à mettre à la disposition des habitants un budget permettant de réaliser des projets qu'ils élaborent eux-mêmes et que les élus décident de retenir. La maire d'Amiens propose ainsi, à partir de 2021, un budget participatif d'1 million d'euros par an. Mais la procédure reste encadrée par les élus. Ces derniers lancent un appel d'offres sur des thématiques ciblées, et les habitants élaborent ensuite des projets qui sont enfin soumis au conseil municipal. Par conséquent, cette procédure est mise en place à l'initiative et sous le contrôle des élus. Il s'agit plus d'une démocratie locale top-down que bottom-up. Déjà en 2013, Anne Marceau formulait la question suivante. Les outils de démocratie locale mis en place ces dernières années constituent-ils un véritable renouveau ou apparaissent-ils comme le simple rhabillage de formules anciennes ? Cette question conserve aujourd'hui toute sa pertinence. La crise sanitaire de la Covid-19 a-t-elle suscité un véritable renouveau de la démocratie locale ? Il est prématuré de donner une réponse tranchée à cette question. Notons toutefois que les maires ont constaté d'un côté les réactions spontanées de solidarité et d'un autre côté, la préoccupation accrue pour le bien-être collectif, suscitée par la pandémie. Le confinement a favorisé des initiatives citoyennes visant à revitaliser les communes. Contraints à l'isolement, certains citoyens ont décidé de se regrouper pour dynamiser la vie locale. C'est le cas à Doullens de l'association Bouge Doullens, qui est née pendant le confinement et dont l'objet est de créer des événements qui font la vie de la cité. Culture, tourisme, gastronomie. La solidarité ne se décrète pas.
Mais, les maires peuvent l'encourager et valoriser les actions exemplaires de citoyens ordinaires ou anonymes. Dans ce domaine aussi, le maire est plus médiateur que décideur. Les nouveaux maires élus en 2020 se montrent particulièrement sensibles à ces actions concrètes de démocratie de proximité. À Ailly-sur-Noailles, le nouveau maire a centré sa campagne électorale sur la rencontre avec les habitants. À Bray-sur-Somme, la nouvelle maire place son mandat sous le signe de la collégialité et de la redynamisation de sa commune. Très impliqué dans la gestion de la crise sanitaire, le nouveau maire de Nesle se veut abordable. Dernier exemple, la nouvelle maire de Montdidier inaugure son mandat par une réunion citoyenne en vue de recueillir l'avis des habitants sur ses projets. Ces exemples illustrent bien le regain d'intérêt des nouveaux élus pour la démocratie locale. Le renouveau de la démocratie locale est-il susceptible de contribuer à la revitalisation urbaine ? L'engagement citoyen est sans doute une condition nécessaire du développement local, mais il n'est pas une condition suffisante. La revitalisation d'un territoire repose sur de nombreux facteurs économiques, sociaux, culturels, et la mobilisation citoyenne ne peut être durable que si elle est soutenue et accompagnée par les élus. Encore faut-il que les élus soient persuadés que la participation citoyenne est un enjeu majeur du vivre ensemble. Acteur et médiateur de la revitalisation urbaine, le maire, malgré les limites de ses moyens d'action, reste un acteur central du dynamisme de la vie locale. Une partie du plan de relance de 100 milliards d'euros adopté par le gouvernement, le 3 septembre 2020, doit être affectée à la revitalisation des territoires en matière de compétitivité économique, de cohésion territoriale et d'aide aux investissements des collectivités territoriales. Les régions participent elles aussi aux aides à l'investissement, à l'innovation et à la formation. Ces plans de relance résultent de la crise sanitaire de la Covid-19, mais ils s'inscrivent aussi dans la perspective d'une nouvelle étape de la décentralisation. La gestion de la crise sanitaire a en effet conduit à repenser le modèle de décentralisation à la française. Les maires, qui ont été en première ligne pendant le mouvement des Gilets jaunes et pendant la crise sanitaire de la Covid-19, ne seront pas les oubliés de cette nouvelle étape. Je me sens chaque jour un peu plus maire de la commune France, a déclaré le président de la République devant le congrès de l'Association des maires de France. En définitive, les enjeux de la revitalisation urbaine sont aujourd'hui perçus comme essentiels, tant sur les plans économiques, social, environnemental qu'au niveau de la qualité de vie. Revitaliser la ville, c'est aussi réinventer la décentralisation et réévaluer la place du maire dans l'architecture territoriale. Acteur et médiateur de la revitalisation urbaine, le maire nouveau, post-Covid-19, a prouvé une fois de plus son utilité, sa réactivité et sa capacité d'adaptation. Proximité contre, distanciation. Les atouts des CENTRESVILLES des villes moyennes face à la Covid-19. Par Denis Cramp, directeur général adjoint, des services de la ville de Tarbes, chargé de mission auprès de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Les cœurs urbains des centres-villes font depuis plusieurs décennies l'objet de recherches afin de mettre en œuvre des dispositifs de sauvetage parfois singuliers, polymorphes et innovants. La mobilisation face à une avancée du désert annoncée est totale pour endiguer un phénomène constaté qui semblait trouver sa source dans les années 1960, dans l'essor de la grande distribution et le développement des zones d'activité dans les espaces périphériques. Il s'agit désormais de ne plus opposer des modèles économiques et des comportements sociaux, ni confronter des stratégies d'aménagement urbain et périurbain. Tous les constats sur les inégalités socio-spatiales ont déjà été portés, et une batterie de produits de compensation, nouvelles mesures et financements croisés pour revitaminer les organes vitaux, offrent des opportunités nouvelles qui témoignent de solidarité entre opérateurs publics et privés. Nous sommes confrontés à un mécanisme complexe dont la dimension humaine, la sociologie comportementale du consommateur usager résident, est aussi fragile que l'environnement dans lequel il évolue. Au moment d'affronter une crise sanitaire foudroyante et paralysante telle que la Covid-19, les écosystèmes les plus fragiles semblent les plus en danger. Toutefois, quelques indicateurs laissent entrevoir des perspectives de rebond plus encourageantes pour les villes moyennes. Pour entrevoir ce mécanisme,
Il convient de reprendre les dispositifs existants, de mesurer leurs effets depuis leur mise en application et de compiler les outils pour imaginer les futurs schémas directeurs d'aménagement urbain. Outre les mécanismes prévus par la loi, le point de vue des praticiens et des pratiquants viendra nourrir la réflexion sur l'usage des espaces urbains au sortir d'un traumatisme sanitaire. Ensuite, il convient de mettre ces éclairages en perspective pour ouvrir nos horizons sur les centres-villes de demain et l'influence des choix des aménageurs dans la pratique de la ville. La désertification, si tant est que ce mot soit approprié pour parler de la migration des habitants et des usagers des centres urbains à la fois vers des périphéries, mais aussi des espaces de vie ruraux plus séduisants, repose sur des choix sociologiques appuyés par l'agrément de vie, le budget familial, les opportunités professionnelles et les offres de services. Au-delà du confort et des facilités d'usage, la capacité de séduction est un facteur essentiel. Elle passe par la mise en valeur des fleurons identitaires, architecture, patrimoine et histoire, la capacité des aménageurs publics à créer des espaces de vie, de détente et de rencontre et la volonté d'animer les espaces publics. Le centre doit rassurer, protéger, séduire, surprendre et innover. Il doit évoluer aussi vite que les changements de société. Cette crise sanitaire constitue un bouleversement sans sommation, qui impose des décisions et des actions sans recul. Elle nous réapprend aussi à privilégier l'essentiel, les primo-moyens de subsistance, les circuits les plus courts et la solidarité collective qui repose parfois plus sur le troc que sur la monnaie. Nous ne pouvons donc pas dissocier les dispositifs de leurs bénéficiaires. C'est l'une des premières leçons de la crise. Sortir du clientélisme pour privilégier une culture du résultat plus rapide dans ses effets. Le court terme ne doit toutefois pas occulter le moyen et le long terme, des effets aujourd'hui, des conséquences pour demain. 1. Des politiques publiques volontaristes pour préserver l'attractivité des centres-villes. Revenons aux constantes qui apparaissent dans tous les diagnostics. Les centres-villes sont souvent difficiles d'accès, étriqués, chers, surtaxés, bruyants. Après avoir trié entre les faits et les idées reçues, les pouvoirs publics successifs ont mis en place une batterie de contre-feux pour endiguer le phénomène de perte de substances chroniques. Ils prennent en compte la lutte contre la vétusté, la résorption des friches, la vitalité commerciale, une offre complète et diversifiée et bien sûr, une bonne maîtrise de la grille du temps, notamment pour la gestion des trajets. La dextérité dans la manipulation des leviers repose sur la vue d'ensemble. Croisement des dispositifs, partage d'expériences et actions croisées concomitantes entre opérateurs publics et privés pour élaborer le plan. Le continuum espace-temps des actions doit suivre une ligne stratégique à objectifs clairs et non pas répondre à un effet d'aubaine créé par des aides ponctuelles qui ont une date de péremption courte. Il s'agit de suivre le plan. Commençons par passer en revue les grands dispositifs des 20 dernières années. A. Les dispositifs et l'incidence de la crise. Concernant tout d'abord les dispositifs, le premier porte sur les opérations programmées de l'amélioration de l'habitat. Issue de la circulaire de 1977, elle porte sur la mise en place d'un appareillage stimulant qui consiste, par le biais d'une convention entre une commune ou une intercommunalité, l'Agence nationale d'aménagement urbain et un propriétaire, à soutenir une action de rénovation d'un bâtiment privé sur un périmètre défini par la commune ou l'intercommunalité. Active dans le cadre de la lutte contre la précarité et la vacance, ces actions ont permis de limiter la vétusté des parcs fonciers, d'accompagner les propriétaires dans un programme de rénovation vertueux en matière énergétique et écologique et de proposer une offre de logement plus qualitative. Le deuxième dispositif intéresse les opérations façades. Il s'agit de remettre à niveau les façades des bâtiments privés et devantures commerciales. L'objectif est de recréer une esthétique urbaine, valoriser le patrimoine bâti, harmoniser les actions de rénovation et créer un effet entraînant par encouragement. Ces aides financières interviennent sur un périmètre défini par les communes qui fixent également des critères de mise en œuvre et incitent à faire appel aux savoir-faire locaux. Le troisième dispositif porte sur les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, ZPPAUP. Décrite dans la loi de décentralisation n° 83/8 du 7 janvier 1983,
Les ZPPAUP définissaient des périmètres d'intervention ouvrant droit à des aides financières dispensées par les collectivités territoriales, particulièrement les communes et l'État aux fins de valoriser et de conforter le patrimoine architectural. Très prégnantes sur les centres historiques et sur les cœurs urbains, ces opérations venaient conforter les aménagements urbains et augmenter l'attractivité de ces zones. Sous l'empire du décret No 2011 à 1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, AVAP, ont succédé avec les mêmes objectifs aux ZPPAUP. Le quatrième dispositif a trait au Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce, FISAC. Créé par l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, le FISAC favorise la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité. Pour les centres urbains, elle a vocation à répondre aux menaces pesant sur l'existence des services commerciaux et artisanaux de proximité, fragilisés par les évolutions économiques et sociales. Ces dispositifs sont portés par l'État et sont financés par les taxes perçues sur la grande distribution. L'État agit ainsi comme régulateur économique, pour amortir les effets de la concurrence agressive des grosses enseignes. Le cinquième dispositif concerne les offices du commerce. Ce sont des organismes pluripartenariaux, qui ont vocation à mutualiser des actions, partager des expériences, accompagner les acteurs commerciaux, promouvoir et animer l'espace public urbain. Le plus souvent portés par les communes en partenariat avec les organismes consulaires, ils agissent également comme observatoires et produisent des diagnostics, analyses et données statistiques. Le sixième dispositif a été mis en place par les lois connues sous les noms Borloo, Allure et Élan relatives à la rénovation urbaine. Ces lois initiées à partir de 2003 portent sur l'ensemble des périmètres communaux et visent, en particulier, la lutte contre l'habitat indigne. Les fonds d'État injectés dans les années 2000 ont permis de rénover de nombreux quartiers populaires, faire la jonction entre centre et périphérie et remettre à niveau des parcs immobiliers obsolètes. Il s'agit aussi de permettre aux centres-villes d'attirer, d'une part, une population permanente accrue, renouvelée et disposant de revenus moyens assurant au commerce un volume d'affaires suffisant et d'autre part, des consommateurs extérieurs grâce à un parcours global intégrant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.